Bonjour à tous. Merci Gilles et merci au groupe Action pour cette invitation. Je vais partager avec vous pendant ces 5 minutes mon rôle et un peu ce qu'on fait en termes de défibrillation automatique implantable. Donc je suis rythmologue dans le département. Alors tout d'abord, le défibrillateur automatique implantable, pourquoi ? C'est la thérapie qui prévient la mort subite et donc c'est le seul traitement validé à ce jour pour soigner les morts subites d'origine rythmique, car en fait souvent les arrêts cardiaques sont liés à des troubles du rythme du ventricule qui sont des tachycardies ventriculaires ou des fibrillations ventriculaires. Alors on l'a évoqué, bien sûr dans les premières choses à faire c'est la ressuscitation cardiaque avec des manœuvres à effectuer en ambulatoire par des personnes formées. Mais bien sûr, il va falloir arrêter ce trouble du rythme et donc les défibrillateurs permettent de défibriller le cœur et d'arrêter le trouble du rythme. Alors les troubles du rythme cardiaque et la mortalité subite associée, c'est près de 40 à 50 000 décès par an. Et vous voyez que ça touche quand même une grosse proportion de sujets jeunes. Donc c'est un vrai sujet et un vrai défi pour la prise en charge dans les maladies cardiovasculaires. Alors comment on essaye de stratifier ce risque de mort subite ? On a eu plusieurs études qui se sont intéressées à des groupes de patients, des populations de patients qui ont été identifiés à haut risque de mort subite. Et donc on a plusieurs essais cliniques qui se sont intéressés au risque de mort subite, par exemple en post-infarctus. C'est des essais qui ont été menés dans les années 80-90, des essais MADIT. Ensuite, il y a eu des essais qui se sont intéressés bien sûr aux patients qui avaient déjà présenté une mort subite récupérée et pour savoir quel était leur risque de récidive, des populations à risque. Et puis d'autres populations qui présentent des cardiopathies avec une fraction d'éjection, c'est-à-dire la capacité de contraction du cœur, une fraction d'éjection abaissée, identifiée également à risque. Et dans ces populations, les différentes études se sont intéressées à la place du défibrillateur pour permettre d'identifier les patients qui peuvent en bénéficier. Donc ça, je vous ai mis les groupes de population et aussi les incidences de mortalité subite. Vous voyez que quand on identifie ces populations à risque, on va pouvoir les traiter et décider d'implanter un défibrillateur automatique, mais il reste encore une grosse proportion de patients à risque rythmique à identifier, donc il y a encore beaucoup à faire. Alors le défibrillateur automatique implantable, comme son nom l'indique, il est implanté chez les patients. On a deux types actuellement de défibrillateurs automatiques. Les défibrillateurs endocavitaires, c'est-à-dire qui sont mis sous la peau avec une ou plusieurs sondes qui vont aller dans le cœur de façon à pouvoir écouter le rythme cardiaque et détecter ces anomalies du rythme, ces tachycardies ventriculaires, ces fibrillations ventriculaires. Alors ça, c'est une technologie qui a été développée il y a près de 50 ans maintenant, et qui qui a augmenté en termes de fonctionnalité, puisqu'on peut implanter une sonde, 2 sondes, 3 sondes, et donc il y a des fonctions supplémentaires, non seulement la défibrillation cardiaque pour soigner les arrêts cardiaques, mais également ces défibrillateurs sont capables de stimuler pour des patients qui peuvent avoir des fréquences cardiaques un peu trop lentes, et plus récemment aussi ajouter une fonction de resynchronisation qui est une thérapie électrique de l'insuffisance cardiaque qui permet au cœur de se contracter de façon un petit peu plus harmonieuse pour pallier aux symptômes d'insuffisance cardiaque. Et donc ces systèmes endocavitaires peuvent défibriller et stimuler. Autre technologie plus récente, puisque ça fait une quinzaine d'années qu'elle est développée, c'est le défibrillateur entièrement sous-cutané, c'est-à-dire que le boîtier est également sous la peau au niveau de la région axillaire, comme on le voit sur ce petit schéma, mais là, il y a une sonde qui est également sous la peau, et donc qui va pouvoir, elle aussi, écouter le rythme cardiaque et détecter ces troubles du rythme et les traiter en envoyant un choc électrique. Alors ce type de boîtier, actuellement, permet uniquement de faire une défibrillation, donc il n'y a pas toutes les fonctions stimulation, resynchronisation comme je l'ai évoqué avant, mais l'énorme avantage de ce type de dispositif, c'est qu'il n'y a pas de matériel dans le cœur, car le problème avec des sondes dans le cœur, sur le long cours, ça peut être des fractures de sondes, donc des complications mécaniques de ces systèmes, aussi des infections, parce que vous imaginez bien que si ce type de prothèse s'infecte, ça peut être une grosse catastrophe avec des infections cardiaques et donc des processus difficiles à manager. Donc avec ce système, on n'a plus ce genre de complications. Alors à qui mettre ces défibrillateurs automatiques implantables ? Il y a deux types d'indications. Les indications dites de prévention secondaire, ce sont des patients qui ont déjà fait un arrêt cardiaque,
par fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire mal tolérée hémodynamiquement, c'est-à-dire arrêt cardio-respiratoire. Alors ça, c'est en dehors de causes réversibles. Le gros pourvoyeur de ces arrêts cardiaques, ce sont quand même les coronaropathies avec les infarctus du myocarde qui peuvent se compliquer en phase aiguë de ces troubles du rythme. Et dans ces cas-là, il va falloir traiter l'infarctus, ce qui aura pour effet de traiter aussi ce risque rythmique sans forcément nécessiter d'implantation de défibrillateur. On peut le discuter chez des patients qui présentent des tachycardies ventriculaires soutenues récurrentes. Et le deuxième gros lot d'indications de ces défibrillateurs automatiques, c'est ce que je vous ai évoqué au début, c'est les indications de prévention primaire, c'est-à-dire chez des patients qui ont été identifiés à risque du fait de leur cardiopathie, généralement. Et donc, c'est essentiellement des patients insuffisants cardiaques avec des fonctions contractiles altérées, ce qui est évalué avec la fraction d'éjection en échographie qui est inférieure à 35%, que ce soit dans les cardiopathies ischémiques, mais vous voyez, il faut se mettre à distance de l'infarctus pour évaluer ça, ou des cardiopathies non ischémiques, des cardiopathies dilatées. Il est généralement non indiqué de mettre le défibrillateur chez ces patients à risque quand ils sont dans les 40 jours post-infarctus. Il faut attendre le bénéfice de la revascularisation, de la mise en place des stents et des traitements pour réévaluer ce risque. Le défibrillateur sous-cutané, donc ça je vous l'ai sorti des recommandations européennes de 2015, le défibrillateur sous-cutané vient comme alternative à ce défibrillateur transveineux et c'est vrai qu'il a une place tout à fait intéressante chez des patients un petit peu particuliers qui n'auront pas les veines suffisamment accessibles du fait de thrombose ou d'autres dispositifs pour le mettre en endocavitaire ou bien des patients qui ont déjà eu une infection de système endocavitaire. Alors, le suivi des patients implantés pour terminer, bien sûr, ces patients qui ont un défibrillateur automatique implantable ont un suivi de leur cardiopathie et ce défibrillateur va être contrôlé. Alors, selon les réglementations des constructeurs qui développent ces prothèses, c'est un contrôle tous les 3 à 6 mois. C'est pour rejoindre un petit peu le suivi à distance qu'on a évoqué avec Valentine tout à l'heure. Ce contrôle, il a plusieurs objectifs. D'une part, de vérifier que le système fonctionne bien, qu'il a encore une bonne réserve énergétique, de vérifier les paramètres des sondes et de le programmer, donc programmer les paramètres de détection de cette tachycardie ventriculaire et des thérapies qu'on va délivrer en fonction des troubles du rythme s'ils surviennent. Alors, pour programmer un défibrillateur, il faut cette machine qui est un programmateur qu'on a en consultation de rythmologie. Il est impossible actuellement de programmer à distance un défibrillateur. C'est pour faire allusion un petit peu au problème de hacking dont on pouvait s'inquiéter. Et donc, quand on suit ces patients, outre les problèmes du système, on va avoir les informations cliniques, avec notamment les informations sur les troubles du rythme. Et par exemple, je vous ai mis ici le tracé d'un patient qui a un défibrillateur implantable, qui présente une récidive de troubles du rythme ventriculaire, c'est-à-dire un nouvel arrêt cardiaque, dont le défibrillateur va envoyer un choc électrique, vous voyez le petit éclair ici, et ce qui va permettre d'arrêter ce trouble du rythme de façon automatique. Alors la télécardiologie, pour faire le lien encore une fois avec nos collègues de paramédical, c'est vrai que nous on a été très intéressés par ce système depuis 10 ans et on l'a mis en place très rapidement grâce à toute l'impulsion de l'équipe de rythmologie et notamment Françoise Idanussé. Ça fonctionne comme on vous l'a montré avec un communicateur remis au patient qui communique avec la prothèse, qui va récupérer les informations recueillies automatiquement par la prothèse électrique. Ces informations vont être transmises sur un site sécurisé auquel on va pouvoir avoir accès, nous l'équipe de rythmologie, de façon à pouvoir faire des suivis à distance. Le bénéfice, je vais repasser rapidement là-dessus puisque Valentine l'avait développé. Il y a un réel bénéfice pour les patients puisque ça nous permet d'anticiper un petit peu les problèmes en termes d'évolution clinique de leur maladie. Par exemple, des patients qui vont présenter des troubles du rythme sont plus à risque de décompenser. Mais on pourra les identifier rapidement avec des téléalertes qui nous seront transmises et prévenir le patient et anticiper un peu tous les problèmes de décompensation de leur maladie. On peut avoir aussi des diagnostics précoces de défaillance du système, puisqu'il y a des défaillances de système, et ça, tout ce télésuivi permet de les dépister. Et tout ça, en fait, aboutit à une nouvelle organisation des soins. Alors, encore une fois, on a mis on a mis tout ça en place un petit peu en avance, mais effectivement, l'acte de télécardiologie, il faut le souligner, il est remboursé que depuis cette année, 2018. Donc tout ce qui a été fait depuis 10 ans dans l'unité, et donc avec les 1000 patients qu'on suit en télécardiologie, tout ça, c'était sur le fonds de roulement propre de l'hôpital. Voilà ce que je voulais vous dire sur les défibrillateurs. 2 petits points de conclusion.
Encore une fois, le défibrillateur, c'est le seul traitement de la mort subite. Il y a des indications de prévention primaire et secondaire. Les complications classiques des défibrillateurs endocavitaires sont les infections et les fractures de sonde. C'est rare, mais quand ça survient, ça peut être très problématique, d'où le défibrillateur sous-cutané. Ça nécessite un suivi régulier qui est largement optimisé par la télécardiologie et qu'on aimerait encore développer. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses à venir, plein d'études à venir, notamment, je crois que vendredi va être mis en place grâce à Action le démarrage de l'étude MADIT-ICD, qui est une nouvelle étude internationale qui vise à évaluer la place des défibrillateurs sous-cutanés chez des patients diabétiques. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions pour Nicolas? Cette technologie de pointe, Nicolas, ça rassure ou ça inquiète les patients? La télécardiologie ou le défibrillateur? C'est de la haute technologie de toute manière. C'est de la haute technologie. Les patients, c'est vrai qu'on leur implante un système qui est bourré de technologie et donc du coup souvent ça les inquiète. Donc ça nécessite une explication assez prolongée aux patients. Encore une fois, il y a ces ateliers d'éducation thérapeutique effectués par Carole qui sont très intéressants parce que ça permet aux patients d'exprimer leurs questions, d'y répondre. Et il y a tout un tas de questions. Qu'est-ce que je peux faire avec mon défibrillateur? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Est-ce qu'il y a un risque d'interférence? Donc oui, il y a quand même un changement de vie pour ces patients. Il faut les accompagner clairement là-dessus. Il y aura du boulot pour notre collègue de psychologue, je pense, s'il veut s'y intéresser. Vous avez dit que le remboursement venait de commencer. C'est Alexandre Jardin. Vous avez dit que le remboursement venait de commencer. L'acte de télécardiologie a été validé en fin 2017 et donc du coup le remboursement de l'acte de télésuivi va pouvoir enfin être rémunéré pour ça en 2018 seulement. Et comment vous avez fait? Grâce à l'hôpital qui a débloqué une infirmière pour nous aider à suivre tous ces patients, grâce à l'investissement aussi du docteur Humbert qui est une de mes collègues qui fait ça même le dimanche matin à suivre les alertes depuis chez elle. C'est un boulot énorme. Et les cours de sensibilisation, etc., tout ça, c'est l'hôpital? Les cours de sensibilisation, l'éducation thérapeutique, c'est avec Action. Ça, faut le dire. Ça, c'est une mise en place, vraiment, c'est quelque chose de proactif, très local. Bon, et on était encore à discuter avec le docteur Eden Musset et la direction de l'hôpital, un poste d'infirmière pour ces 1000 patients à suivre. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile d'obtenir ce poste. Mais on va y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nicolas? Qui sont les porteurs des DAI? Donc les porteurs des DAI, comme je vous l'ai stipulé, il y a d'une part des patients qui ont déjà fait des arrêts cardiaques et qui ont été ressuscités, des arrêts cardiaques d'origine rythmique. Ces patients vont être implantés de ces DAI. Et il y a parmi tous nos patients cardiaques qui ont des cardiopathies assez évoluées. Ces cardiopathies évoluées peuvent se compliquer de troubles du rythme et d'arrêt cardiaque. Donc on a des études cliniques qui nous ont montré que certaines populations de patients fragiles sont à risque rythmique et donc ils sont implantés de ces défibrillateurs de façon en prévention primaire, c'est-à-dire avant que le pépin ne survienne. Combien de défibrillateurs par an dans le service? Nous, on est aux alentours de 180 défibrillateurs par an implantés. Un par jour ouvrable, à peu près. Très bien. Nicolas, merci beaucoup.